seconde vidéo, nous allons aborder le thème jouer et apprendre et réussir dans la FPS tout en coup droit. Lors de la première vidéo, nous avons présenté les fondements de cette FPS, forme de pratique scolaire, et nous avons présenté sa mise en place, qui la plupart du temps prend 2 leçons, voire peut prendre 3 leçons. Mais ensuite, pour organiser le déroulement de la séquence dans son entier, nous allons voir comment on peut s'appuyer sur cette forme de pratique scolaire, notamment en prenant appui sur la dynamique grande boule, petite boule que nous allons illustrer. Alors je rappelle le savoir viser ou le pas en avant, l'objet d'enseignement, servir fort, se mettre à distance du coup droit, pour donner de la vitesse à la balle, dans le but de marquer le point. Pour réaliser ceci, il y a une résistance, on ne le fait pas spontanément, on a insisté là-dessus, donc forcément il va falloir apprendre des savoirs, des connaissances en action qui vont permettre, une fois qu'elles sont articulées, de pouvoir réaliser ce pas en avant. Pour réussir dans la FPS, il faut apprendre 2 à 3 savoirs qui intègrent effectivement le comment et le quand qui sont sous-jacents à ce pas en avant. Alors quels sont ces savoirs ? Dans un premier temps, on pourrait dire dans un premier niveau, il y a 2 savoirs ici qui sont importants à traiter. Savoir servir rapidement, bien sûr, et savoir attaquer et contrôler. Donner de la vitesse au service, on verra que ça se traduit par la réalisation de services longs, rapides, qui ne sont pas faciles à faire. Et ici, attaquer et contrôler, qui met l'accent sur la dualité attaquant-défenseur. L'attaquant, c'est celui qui va donner de la vitesse. Contrôler, c'est contrôler la vitesse produite par le joueur adverse. On reste ici dans la dualité, c'est-à-dire qu'on a à la fois un travail sur l'attaquant, et en même temps, l'attaquant, notamment lorsqu'il se retrouve en position de receveur, est plutôt dans le contrôle de la vitesse. C'est pour ça que ces 2 savoirs doivent être appris en même temps. Ensuite, 2 autres savoirs viennent compléter cette formation. C'est changer de direction. Il y a l'idée que la direction de la balle qui vient et la direction de la balle qui repart ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a se matcher fort. Alors ces 4 savoirs, bien sûr, ne sont pas traités dans une seule séquence. Mais en fonction, si vous êtes plutôt en 5e, 4e, vous allez être plutôt par là. Et si vous êtes en 3e, seconde, peut-être par ici, ou voire ici. Donc il y a une combinaison de 3 qui peuvent être différentes suivant le niveau, les caractéristiques des élèves. Ces savoirs vont être les points d'ancrage des différentes petites boucles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle une petite boucle au CEDREPS ? C'est ce détour que l'on fait momentanément pour traiter d'un savoir particulier qui est nécessaire à la réalisation du pas en avant. Alors c'est un petit peu ça que l'on va développer maintenant. Alors pour suivre cette évolution au cours de la séquence, il faudra bien évidemment utiliser les 2 fils rouges que l'on a précisés, l'indice d'efficacité qui est un pourcentage de réussite dans les coups que l'on joue, nombre de points marqués sur nombre de points joués, ce qui met l'accent sur la différence de points dans un match. Il est plus intéressant de perdre un match 11-9 que de le perdre 18-2. C'est puis l'indice de rupture qui lui met l'accent effectivement sur la relation entre le nombre de points gagnés grâce à de la vitesse et le nombre de points gagnés. Si on regarde un petit peu plus près quelles sont les stratégies que l'enseignant peut développer pour mettre en œuvre cette dynamique grande ou petite boucle, là aussi il y a des stratégies différentes. Alors suivant la manière dont on le classe, on peut en repérer 3 ou 4. Ici on en a 3 qui sont bien distinctes. La première, qui consiste à rester dans la FPS, c'est ce qu'on a toujours voulu, ce sur quoi on s'est toujours appuyé au sein du CEDREPS, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer et apprendre dans la FPS. Alors on va apprendre dans la FPS, non pas en reproduisant la FPS sans rien toucher aux paramètres de cette situation, mais en jouant sur des contraintes secondaires pour orienter vers l'un des 4 savoirs particuliers. Si on prend par exemple le savoir servir rapide, on pourrait très bien imaginer que la FPS tout en coup droit, conservant les contraintes emblématiques que l'on a choisies, on rajoute une contrainte comme 2 touches de balle maximum. Donc ce qui va obliger le serveur à prendre des risques, il a le droit, il a 2 essais au service, et de façon à essayer de conclure le point derrière. Ou on pourrait encore imaginer une autre contrainte secondaire du type positionner le relanceur à un endroit particulier de la table de façon à augmenter le déséquilibre entre le serveur et le relanceur et voir dans quelle mesure, par cette situation favorable, le serveur est capable d'utiliser la vitesse au service pour gagner le point rapidement. Donc là, l'idée de gagner rapidement grâce au service va entraîner forcément une obligation de jouer en quelques touches de balle, 2 voire 3 maximum, pour que la relation entre le point gagné et l'efficacité des services soit mise en avant.
Stratégie 2, utiliser des routines typiques. Alors le moment qui semble idéal pour faire ça, qui est souvent utilisé, c'est le moment de l'échauffement et de l'échauffement spécifique, où on va travailler un savoir particulier. Donc là, si on reste toujours sur l'idée du service, le savoir du service, on va travailler dans ce qu'on va appeler une situation plutôt fermée, c'est-à-dire dans laquelle les trajectoires sont plutôt imposées. Donc on pourrait très bien imaginer, de façon à aller dans ce sens-là, d'imposer un service en pivot, en position de pivot du moins, avec sur la diagonale revers, avec une zone à viser qui soit à l'arrière de la table, et on peut à partir de là soit fermer complètement la situation, c'est-à-dire obliger le relanceur à relancer avec son coup droit dans la diagonale revers, ou soit on peut ouvrir la situation et laisser un jeu libre, ou mixer en imposant une partie routine et une partie jeu libre. Dernière stratégie possible, c'est de mettre en place des dispositifs spécifiques, des groupements d'élèves, groupements par besoin, où là on va travailler soit dans des situations fermées, par exemple plus spécifiquement la gestuelle au service, on pourrait travailler sous des formes de panier de balles aussi également. Donc là on recourt à des dispositifs vraiment très particuliers qui vont prendre un temps important de la leçon et qui vont constituer une facette importante de la leçon avant de retourner ou de revenir à la FPS. Donc là on voit bien 3 stratégies possibles qui vont être choisies par l'enseignant. Il y a de commun entre ces 3 stratégies, c'est le savoir travailler. Et à partir de là, en fonction du contexte, des élèves, du matériel dont on dispose, eh bien on va choisir un type de stratégie qu'on peut, sur certains savoirs, davantage utiliser la stratégie 1, sur d'autres la stratégie 3. On illustrera ces stratégies dans le reste de l'exposé. Un petit schéma pour comprendre un petit peu. Donc la stratégie 1, c'est je reste dans le tout en coup droit, mais je bouge sur des contraintes, je joue sur des contraintes secondaires. Si on prend là, genre j'ai mis le cas de changer de direction parce que ce sont les exemples que je vais traiter derrière. Changer de direction, c'est le savoir viser. Et du coup, la stratégie 2, eh bien, on verra avec la situation que je vous présenterai après du double serveur qu'on va mettre en place, une situation qu'on pourrait reproduire à l'échauffement, de façon à travailler sur cette capacité à pouvoir changer la direction. Et une stratégie 3, qui est une stratégie qui renvoie à un dispositif plus joué, qui est autour de la zone interdite. Les situations fermées visent à travailler davantage sur le comment, les situations jouées, comme elles introduisent une incertitude, visent davantage à travailler sur le quand. Dans le quand, c'est quand je fais telle ou telle chose, ça veut dire que derrière le quand, c'est la question du signal qui est posée. Quel est le signal qui fait que je vais déclencher telle ou telle chose? La forme de pratique par elle-même met en relation les deux, le comment et le quand, et les indices, les doubles indices qu'on a vus, l'indice de rupture et l'indice d'efficacité, sont là pour témoigner de l'avancement ou des progrès des élèves dans ce domaine. Toujours présent la forme de pratique scolaire qui, si possible, elle est présente à toutes les leçons dès qu'on va être sur des leçons qui vont faire 1h30 voire 2 heures. Évidemment, si on est sur des séquences courtes d'1 heure, à ce moment-là, on est plutôt sur une fréquence toutes les 2 leçons. Cette stratégie 1, on va l'illustrer dans le cas du savoir changer la direction de la trajectoire. Alors, je vais revenir un petit peu sur cette question du changement de direction. Savoir changer de direction au bon moment, le quand. La situation qui va être choisie, ou si vous voulez l'aménagement de la forme de pratique scolaire choisie, c'est tout en coup droit plus zone interdite. On pourrait choisir aussi le tout en coup droit et puis un relanceur décalé. On obtiendrait aussi des conditions favorables à ce que le changement de direction soit un moyen de pouvoir marquer le point. On pourrait même rajouter dans cette stratégie 1, modifier légèrement le point, l'indice de rupture et momentanément s'intéresser ou mettre des points consignes lorsque la balle est non touchée par l'adversaire. Dans ce cas-là, on sait qu'il y a eu changement de direction et en même temps qu'il y a eu vitesse. Donc on voit que dans ces dispositifs-là, en partant du tout en coup droit et en mettant un paramètre en plus, paramètre qui peut être sur le décompte des points ou qui peut être sur la position du serveur ou qui peut être là, dans l'exemple que je vais développer, sur une autre zone, une zone interdite. Comment ça se joue? Eh bien, on retrouve le dispositif du tout en coup droit ici, donc on joue sur 3/4 de la table, voire un peu plus. Et puis, on va disposer d'une feuille à 3 qu'on va mettre de manière un petit peu symétrique. Alors, on ne la colle pas à la ligne de fond, on la met légèrement décalée, de façon effectivement à orienter ici des trajectoires plutôt ici ou plutôt là. Il faut que cette zone soit pas très grande,
de façon à ce que les zones sur lesquelles puisse jouer l'élève restent des zones relativement importantes pour qu'il puisse communiquer, produire des trajectoires rapides dans ces zones-là. Si les zones à viser sont sur les côtés sont trop petites, eh bien on revient sur l'éternel conflit vitesse-précision. Dès qu'il y a une exigence trop forte de précision, eh bien la conséquence c'est que les élèves réduisent la vitesse et donc on n'est pas du tout cohérent avec le pas en avant visé. On a donc une contrainte secondaire. On voit bien la différence entre ce qu'on appelle les contraintes secondaires et les contraintes emblématiques. Les emblématiques renvoyant à celle qui reste dans la FPS. La position de la zone ici est un paramètre qui peut être ajustable. On peut très bien imaginer que le joueur ici bouge la zone à chaque mise en jeu ou à chaque série de services, ou que ça soit le joueur adverse. Ici, c'est moi qui bouge la zone ici. Voilà, en fonction de mon projet tactique. Là-dessus, il y a des adaptations possibles. Si on laisse la possibilité au joueur ici de placer la zone où il veut, eh bien c'est une manière aussi d'obliger l'autre à réfléchir et à adapter son service en fonction de la position de la zone. L'enjeu est ici le quand changer de direction, le fait que la balle vienne où je joue par exemple dans la diagonale revers et ensuite je suis capable de jouer dans l'autre ici. Pour simplifier, réduire la complexité de cette situation, la difficulté de cette situation, on pourrait imaginer une situation dissymétrique, c'est-à-dire que le serveur serait de ce côté ici et on enlève la zone là et à ce moment-là on a 5 mises en jeu ici, dans ce dispositif, et au bout de 5 mises en jeu, les joueurs changent de position. Ils engagent tous les 2 x 5 services ici, et donc on a l'équilibre dans le nombre de positions favorables pour pouvoir jouer. L'enjeu ici est de relier le signal, c'est-à-dire la position du joueur ou la position de la zone, pour changer de direction, notamment en s'intéressant à la liaison entre la direction de mon service et la direction du coup à suivre. Donc on voit bien qu'avec ces différents exemples, on peut multiplier les types de signaux et c'est un petit peu l'enjeu du jeu en forme de pratique scolaire dans la FPS, c'est d'exacerber ces signaux de telle manière à ce qu'on puisse travailler sur l'association entre le signal et une réponse, donc sur la liaison entre le comment et le quand. Alors bien évidemment dans ces situations, dans cette stratégie 1, on peut distiller quelques éléments techniques sur la manière de faire, mais on va mettre plutôt l'accent sur le quand, à partir de quel signal on va faire. Si on prend la question de la stratégie numéro 2, savoir changer de direction, donc là je vous rappelle, stratégie numéro 2, on va plutôt aller vers une situation un peu fermée, qu'on peut surtout reproduire à l'échauffement une fois qu'on a compris un petit peu la mise en place. C'est ce que j'ai appelé la situation Vera de double service. C'est pas facile pour les élèves de comprendre comment changer la direction de la balle. La plupart du temps, la réaction spontanée des élèves, c'est de soit de tourner tout le corps et les pieds en même temps, ou soit de casser le poignet. Or, ni l'une ni l'autre sont de bonnes réponses. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler dans cette situation. De façon à mettre celui qui va changer la direction de la balle dans une situation favorable, on va maîtriser la pression temporelle. Pour cela, on va créer un dispositif avec 2 serveurs ici, et le joueur ici qui travaille. Le joueur qui est ici va servir, alors il peut servir soit normalement, c'est-à-dire qu'un rebond ici, là, ou soit il peut servir directement sur la demi-table adverse en produisant une trajectoire de balle qui va être plus rapide. Le joueur qui est ici, vers celui qui travaille, va donc renvoyer la balle au joueur qui lui a donné. Le joueur qui lui a envoyé la balle, arrête la balle à la main. À ce moment-là, le joueur violet, ici, qui est à côté, va envoyer une balle ici dans la diagonale. Le joueur vert va lui renvoyer. Donc on voit bien que le joueur vert joue successivement une balle de longue ligne, une balle dans la diagonale. L'intérêt de cette situation, c'est qu'on maîtrise le temps entre les 2 balles incidentes. Du coup, le joueur vert ici a du temps pour pouvoir ajuster sa conduite, c'est-à-dire pour pouvoir tourner les épaules, pour pouvoir continuer à garder un geste relativement constant, c'est-à-dire un geste plutôt montant, peut-être qu'au départ qui sera plus du côté de la contre-attaque, plutôt que de l'attaque, il aura peut-être un peu moins de vitesse, mais au fur et à mesure pourra donner de la vitesse. Donc ça, c'est des situations qu'on pourrait d'ailleurs généraliser en tennis de table lorsque l'on veut maîtriser ce qu'on appelle la pression temporelle, paramètre sur lequel on influe très peu dans les mises en situation en tennis de table. L'autre intérêt aussi, c'est que les joueurs jaunes et violets produisent toujours les mêmes trajectoires. Du coup, le joueur vert travaille dans des conditions relativement stables, ce qui est une clé pour pouvoir apprendre en sport de raquette. On peut imaginer un dispositif qui change cette fois-ci. Donc là, cette fois-ci, les joueurs jaunes et violets, au lieu de jouer et d'engager ou de servir ou d'engager le long de la ligne et ici, ils vont engager plus ou moins croisés. Et donc du coup, là, ça va devenir plus compliqué au niveau des pieds, au niveau des épaules,
pour le joueur pour pouvoir assurer des bons retours dans les bonnes directions. C'est-à-dire que là, si jaune envoie comme ça sur vert, vert doit renvoyer ici. Donc on voit qu'on peut mesurer, on peut là aussi adapter la difficulté de renvoi. Donc bien évident que ici, dès qu'on va se décaler côté revers, enfin ce côté pivot, le changement de direction est un petit peu plus compliqué en termes de placement par rapport, de mise à distance, de placement par rapport à la trajectoire de la balle. Les critères de réalisation sur lesquels va se focaliser l'enseignant, l'intervention de l'enseignant, c'est tourner les épaules ou la ligne d'appui pour orienter la trajectoire et non pas en cassant le poignet ou en déplaçant les pieds, tel le comportement fréquent qu'on peut observer, c'est celui de monobloc, c'est-à-dire un Playmobil. Pour tourner, c'est tout l'ensemble du corps qui tourne comme s'il était d'un seul bloc. Les autres critères sont ceux de l'attaque et de la contre-attaque. J'ai aperçu lors des multiples formations que c'était une distinction qui n'était pas du tout claire chez les enseignants. L'attaque, c'est la production de vitesse. La contre-attaque, au sens où l'avait défini Carol Sèvres en 1994 dans son ouvrage, c'est contrer l'attaque. Donc on n'est pas du tout sur la contre-attaque, comme souvent c'est compris, c'est contrer l'attaque au sens de je rattaque sur une attaque. En tennis de table, contrer l'attaque, contre-attaque, c'est plutôt absorber la vitesse de la balle incidente pour contrôler cette balle. On peut tout d'abord aborder effectivement cette question du changement de direction plutôt en une contre-attaque, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une phase d'élan très importante, si bien qu'on ne va pas donner beaucoup de vitesse, et progressivement passer vers des coups en coup droit qui ressemblent davantage à une attaque de coup droit. Bon, la stratégie 3, je ne l'illustre pas volontairement sur le savoir changer la direction de la trajectoire, parce que je souhaiterais parler de cette distinction attaquer-contrôler, deux rôles à construire qui sont importants. Par contre, je vais présenter un dispositif particulier que j'avais mis en place il y a une bonne quinzaine d'années, qui est le test de vitesse en coup droit sur 1 minute. Alors comment ça se passe? Une table avec deux joueurs et surtout une zone ici qui va être la bonne zone, le joueur qui va produire de la vitesse, l'attaquant, va être de ce côté-ci. Il va produire de la vitesse en coup droit. Ce qui va nous intéresser, c'est que le rebond de la balle ici soit dans la demi-table arrière. Pour délimiter cette zone, on le fait de manière relativement simple. On met deux raquettes dans la longueur, une en travers ici, et puis on va tendre une rubalise qu'on va bien plaquer contre la table. Et puis cette rubalise, on la fixe avec de la pâte à fixe, et ça ne gêne peu ou pas le rebond. Et de toute façon, si la balle touche la ligne, elle n'est pas comptée comme un bon rebond. Dans ce dispositif, on va donc avoir l'attaquant qui, lui, va chercher à produire de la vitesse. En ça qu'on va avoir un rôle qui va progressivement se construire. Et puis de l'autre côté, on a le contrôleur, c'est-à-dire celui qui cherche plutôt à renvoyer la balle et qui va se concentrer plutôt sur la direction, renvoyer plutôt de manière favorable, de façon à ce que l'attaquant puisse utiliser son coup droit. Alors sur 1 minute, on va compter le nombre de bons rebonds ici. Alors pas qu'avec une seule balle, c'est pour ça qu'on a ici un pourvoyeur de balles ou un donneur de balles qui a 6-7 balles en sa possession. Toutes les mises en jeu se font de ce côté-ci par un service. Et si la balle est perdue, la balle va aller quelque part par terre, et à ce moment-là, le donneur de balle va en redonner une à l'attaquant. Si sur la première balle, on a fait 4 bons rebonds ici, sur la seconde, on en fait 3, on continue à cumuler les scores. Ça fait 4 plus 3, 7. Le compteur va cumuler les scores. Au bout d'1 minute, on va avoir un certain nombre de bons rebonds qui vont avoir lieu ici. Alors vous verrez que cette rubalise qui est placée à la moitié de la table, ça discrimine beaucoup parce qu'on s'aperçoit là, on prend vraiment conscience que beaucoup de rebonds sont plutôt ici dans cette zone-là, juste avant. Donc si les élèves veulent aller dans cette zone-là, il va falloir qu'ils donnent un petit peu de vitesse. Au départ, avec des formes de trajectoire arrondies, et au fur et à mesure, on va essayer de tendre davantage les trajectoires pour l'attaquant, et pour le contrôleur, on va essayer de renvoyer des balles là aussi, plus tendues, parce que bien évident que ici sur 1 minute, vous ne mesurez pas une vitesse de déplacement, mais en fait concrètement vous mesurez une fréquence, c'est-à-dire le nombre d'échanges par minute. Et si on veut augmenter son score, à un moment donné, il va falloir arrêter de faire des trajectoires arrondies, mais tendre davantage les trajectoires. Et qui dit tendre davantage les trajectoires, dit produire de la vitesse. Donc cette situation-là, elle va permettre d'insister pour l'attaquant sur des critères de réalisation qui sont pour la plupart très connus. Le pied arrière décalé, c'est lui qui permet, en décalant son pied arrière, ça permet de reculer sa raquette
à droite, donc à distance, et donc de pouvoir avoir une véritable phase d'élan qui va permettre de donner de la vitesse à la balle. On s'intéressera beaucoup au mouvement, où on va essayer de faire en sorte qu'il soit globalement oblique, et surtout qu'il soit à peu près régulier, qu'il n'y ait pas de changement d'orientation du geste ni de la raquette au cours du mouvement, avec cette intention de rentrer dans la balle, qui ne sera possible que si on intègre une phase d'élan. Et là où on voit la différence avec ce que va réaliser le contrôleur, ici on va avoir un pied moins décalé, pas de phase d'élan, on attend la balle légèrement devant et on la prend avec le revers. Comme il y a moins d'élan, eh bien le geste est plus court et finit en général au niveau des épaules. Ici, on a plutôt ce qu'on appelle une attaque de coup droit, et ici on a une contre-attaque de coup droit. Petite remarque, ces coups-là n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle le smash coup droit, mais surtout l'attaque coup droit est un geste montant, ascendant, alors que le smash, après l'armée fait qu'on positionne la raquette au niveau des épaules, eh bien le geste est descendant. C'est la différence fondamentale entre un smash et une attaque coup droit. Ce test est réalisé de manière perlée pendant la séquence. Alors, si on reprend le dispositif des poules que j'ai pris de 6 ou 7, on a ça de 7 ou 8 dans la poule, on a potentiellement 5-6 joueurs avec lesquels on peut essayer de bien coopérer dans les deux rôles. Et lorsque, au fur et à mesure du cycle, les choses s'installent, eh bien on voit vraiment apparaître deux comportements, celui qui donne de la vitesse et celui qui contrôle. Dans cette situation, si les deux joueurs essayent de donner de la vitesse, eh bien ça conduit la plupart du temps à beaucoup de pertes de balles, donc un mauvais score. Donc j'ai ici illustré sur l'aide de ces trois exemples, trois stratégies possibles qui permettent de construire l'ensemble de la séquence.